Bang bang. Double Bang Company. Salut les internautes, mon œil se penche sur le monde de Jean-Michel Caffin. Jean-Michel Caffin est un spécialiste de l'intelligence économique et de la gestion des risques. Après une expérience militaire, notamment comme opérateur des forces spéciales en Afrique, Jean-Michel Caffin poursuit une carrière au sein de groupes multinationaux néerlandais, sud-africains, américains, français et britanniques. Son expérience inclut des domaines aussi variés que le transport maritime, l'import-export, la banque d'affaires et la gestion de risque des entreprises, sa spécialité. Il a une grande expérience du monde anglo-saxon, dont les États-Unis, où il est établi depuis 25 ans. Il est fondateur de Shanefield Group et associé chez Crystal Group International. Je suis Rizlan Mathieu, vous écoutez Mon œil. Bonjour Jean-Michel Caffin. Bonjour. Tu es à Miami, bienvenue dans Mon œil. Merci. Alors Jean-Michel, on a bien compris que le fil conducteur de toute ta carrière, c'est le commerce international. On va commencer par une vaste question, la Russie. Est-ce que c'est encore une grande puissance ? La Russie apparaît peu sur notre écran radar, hormis, je dirais, dans le secteur minier en Afrique. Par exemple, on parle beaucoup de la Russie en Afrique avec le groupe Wagner, mais ça, c'est périphérique à notre métier. Je dirais, sans parler de la Russie en particulier, qu'est-ce qui définit une grande puissance à mes yeux ? C'est une combinaison de facteurs qui sont pas forcément des facteurs quantitatifs, mais également un choix un peu d'orientation pour le pays. Sachant qu'un PIB brut, c'est pas significatif, ce qui compte, c'est quand même le PIB par habitant. C'est ce qui définit la prospérité d'un pays. Ensuite, je pense que ce qui fait une grande puissance, c'est sa capacité d'influencer les événements mondiaux, mais de façon positive, pas forcément de façon agressive. Une fois de plus, c'est la définition du pouvoir politique d'un pays, du pouvoir stratégique. Et moi, je dirais, il fait une grande puissance, elle se doit également, quand elle a atteint ce niveau de puissance, elle se doit de veiller au bien-être de sa population. À mes yeux, c'est ce qui fait une grande puissance. La Russie fait quand même pas mal de défauts sur certaines de ses rubriques. C'est quand même un pays dont le PIB par habitant est le 65e mondial, avec des ressources considérables. Donc, on peut se poser une question sur l'application de ces ressources quant au bien-être de la population. Et la Russie est, on peut dire, une puissance militaire, encore que les événements en Ukraine ont prouvé que cette puissance était peut-être surestimée. Donc, classer la Russie comme une grande puissance par certains aspects, oui, mais je pense que la Russie ne coche pas toutes les cases pour qu'on appelle ça une grande puissance qui, à mes yeux, doit quand même aussi être une puissance qui projette de la positivité, de la prospérité et puis, bien entendu, une bonne dose de démocratie également. Les Chinois sont très présents, très visibles en Afrique et en Amérique latine aussi. C'est la route de la soie qui continue ? La Chine est très visible. Ils investissent dans beaucoup d'opérations minières, qui soient existantes ou à développer. Mais outre ça, ce qu'ils recherchent, c'est en fait de contrôler l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Donc, ils vont venir et construire des voies routières, des voies de chemin de fer. Ils vont se positionner sur des concessions portuaires ou même carrément construire des ports. C'est-à-dire que tu vas contrôler les sources d'approvisionnement, on va dire agricoles, minières, par exemple. Ils sont pas encore aussi présents dans le pétrolier, mais ça viendra. Les routes, les chemins de fer et les ports d'embarquement et d'exportation. Alors, on voit des groupes privés, entre guillemets, chinois se positionner, mais on sait très bien derrière tout ça que l'État chinois est présent, y compris financièrement. On a parlé de la Russie, de la Chine. Qu'est-ce que tu penses des BRICS ? D'abord, ça m'amuse un peu, ce buzz autour des BRICS. Dans ma carrière, j'ai toujours appris à ne jamais céder au buzz. J'ai toujours été dubitatif sur la raison d'être même des BRICS, puisque cette salade d'initiales, elle a été inventée par un économiste de Goldman Sachs. Ensuite, ce sont des pays qu'on voyait à l'époque, il y a 30 ans, émerger en même temps simultanément. Alors, ça n'a pas été le cas. Quand on prend ces pays, c'est en fait, ils sont très différents les uns des autres. Entre la Chine qui, elle, a prospéré, s'est développée fortement et rapidement. La Russie, on connaît la situation de la Russie, un pays qui stagne finalement économiquement. L'Inde manque de discipline, on va dire. C'est quand même un pays qui reste très chaotique. Alors, plein de grands cerveaux, on le sait. Et ensuite, tu as l'Afrique du Sud qui, elle, il y a 30 ans, émergeait d'une situation politique et tout le monde avait de grands espoirs. Mais la vérité, c'est que l'Afrique du Sud est en train de décliner de façon industrielle. À l'heure actuelle, il y en a d'autres qui ont maintenant surpassé l'Afrique du Sud. Pourquoi pas avoir le Nigeria, finalement, qui a une économie plus importante que celle de l'Afrique du Sud. Donc, ce concept de BRICS, pour moi, il est très artificiel. Je vois pas ça se constituer en bloc économique structuré, cohérent et certainement pas en bloc monétaire. Ça, c'est mon
point de vue. Alors, est-ce que ça représente une espèce de front non aligné vis-à-vis des pays du Nord? Oui. Est-ce que ça mènera à un bloc économique? Je ne pense pas. Est-ce que ça mènera à un bloc monétaire? On parle de dédollarisation? Non plus. D'ailleurs, ceux qui se réjouissent de la dédollarisation doivent comprendre que l'euro en fera autant les frais que le dollar. Pour booster le développement économique de l'Afrique, il faut faire quoi? En fait, les pays qui se développent devraient s'intéresser aux success stories de pays comme eux, qui ont commencé au même niveau et qui ont prospéré. Ne pas se tourner vers des modèles européens ou nord-américains, mais voir parmi les pays qui, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, étaient des pays en voie de développement ou des pays émergents. Alors, il y a des modèles exceptionnels comme Singapour, mais il y a des modèles moins évidents qui sont encore en cours d'évolution. Des pays comme le Vietnam, même chose en Amérique latine, on voit des pays comme l'Uruguay, des pays comme le Chili, qui ont choisi des bonnes méthodes de gouvernance au niveau économique, de libre-échange, d'économie de marché, mais en même temps en prenant des précautions nécessaires pour assurer plus qu'un minimum au niveau social. L'Afrique doit se tourner vers ces modèles-là. Il faut surtout pas se poser en donneur de leçons. En France, en ce moment, il y a beaucoup d'introspection. Qu'avons-nous fait en Afrique? Pourquoi nous perdons l'Afrique? Que faut-il faire? Peut-être laisser les Africains décider ça pour eux-mêmes et en disant, voilà ce que nous attendons de la France, ça et ça, et non pas ça. Tous les pays évoluent, tous les continents évoluent, les relations entre les pays évoluent. Il faut ni se blâmer soi-même, ni blâmer les autres. Il faut s'adapter, c'est tout. Tu vas souvent en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux, notamment des pays les plus dynamiques? L'Amérique latine, que je connais bien, puisque je la pratique depuis 25 ans. Il faut savoir qu'ici, où je suis basé à Miami, c'est le hub de l'Amérique latine, au même titre que Dubaï l'est pour le Moyen-Orient, ou que Singapour et Hong Kong le sont pour l'Asie. Et là encore, on crée des buzz. Il y a eu des périodes où on va dire, le Mexique émerge, le Brésil, future puissance mondiale. Ça a été le cas il y a 10 ans au Brésil, et puis tout est retombé. Moi, j'ai vu ce continent qui continue à se développer. Il y a des pays qui, eux, ont décliné, mais parce que à cause d'un mauvais choix de gouvernance politique, Venezuela en particulier. Mais dans l'ensemble, c'est un continent qu'on voit, au même titre que l'Afrique, émerger. Moi, j'ai vu de mes yeux des villes changer, des capitales changer. On voit une classe moyenne qui émerge dans ces pays-là. Et alors, il y a des pays qui ont très bien réussi, tels que le Chili, par exemple. Il y a le Costa Rica, qui est un peu un exemple de développement soft, bien ordonné, avec grand soin de tout ce qui est écologie. Moi, je ne vois nulle part tout d'un coup apparaître un miracle mexicain ou un miracle brésilien. Le Mexique continue à se développer économiquement avec ses relations commerciales avec les États-Unis. Il a ses problèmes. Je dirais quand même que un problème qui persiste dans beaucoup de ces pays-là, qui sera toujours un handicap, c'est celui de la corruption. La corruption reste très présente, trop présente dans la vie quotidienne, politique, économique et autres. Et ça reste toujours un facteur de retard dans le développement économique. Alors pour finir, j'aimerais bien une petite anecdote par rapport à ton passé dans les forces spéciales. Alors les anecdotes, il y en aurait beaucoup, mais je peux pas les dévoiler. Mais je dirais que ce que j'ai appris dans cette période de ma vie, dans ce métier à l'époque, me sert beaucoup aujourd'hui dans le métier de l'intelligence. Parce que lorsqu'on est dans les forces spéciales et qu'on va mener une opération, il y a un certain nombre de facteurs qui sont comparables à celui d'une mission de recueil des renseignements. Et d'ailleurs, pour commencer, cette mission, elle a besoin de renseignements. Le recueil de renseignements est absolument vital pour mener à bien une mission. Avant ça, bien sûr, quand on prépare la mission, il faut que tout cela se fasse dans la confidentialité totale, le secret. Les gens parlent trop. Vous savez, la raison pour laquelle on peut faire notre métier, nous, de recueillir des renseignements d'affaires, c'est parce qu'on fait parler les gens. Donc les gens parlent. Et ils ne devraient pas parler. Mais ils parlent. Donc déjà, la culture du secret, elle est essentielle. Si on soupçonne qu'il y ait pu avoir une fuite, il faut annuler l'opération. Parce qu'autrement, c'est trop dangereux. Moi, je ne joue pas avec l'intelligence. Lorsque l'on livre des rapports à nos clients, chaque élément d'information est vérifié et vérifiable. Et donc tout ça, je l'ai appris dans des conditions, dures et parfois tragiques. Ok, c'est absolument essentiel que les gens aient cette culture du renseignement, du secret et de la confidentialité. Merci Jean-Michel. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau podcast. Ciao, ciao. Bang bang.
Double Bang Company.